extrêmement ravi même d'être de retour parmi vous pour cet épisode un peu spécial de Ça déraille. Aujourd'hui, on va faire un bilan de la saison en élaborant un petit classement à chaque fois dans différentes catégories. Les meilleurs coureurs, les meilleures équipes, les meilleures courses et les déceptions de la saison. C'est pour ce premier épisode, il y en aura un deuxième, bien sûr, parce qu'on va pas faire trop long non plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous a demandé sur Twitter votre avis pour ces différentes catégories. On va voir si on est d'accord totalement avec vous. Bon, déjà, on va pas se mentir, j'ai pris un petit peu la température de mes acolytes. Il y a un peu de n'importe quoi, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous insurgez pas tout de suite. Vous allez pouvoir râler bien plus tard. Et pour ce podcast un peu spécial, une équipe pas vraiment spéciale parce qu'elle a l'habitude d'être là maintenant. Et on va commencer par le puissant Jérémy Saakian. Salut à tous. Tu sais que tu peux prendre le micro quand tu parles. Oui, mais je ne veux pas le tirer parce que c'est l'encoreman normalement qui a le micro, donc je te le laisse pour l'instant. Accompagné aussi de Rémi Dos Santos qui a son propre micro. Et c'est un peu le roi aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis un peu le roi. Et la surprise du chef parce qu'on ne l'attendait plus. Lui qui a changé plusieurs fois de nom de famille parce que bien sûr on a comme d'habitude on écrit ensemble sur Google Drive pour ceux qui sont au courant, et en fait il y a mon ami Saakian qui change le nom de Anthony Coca-Cola qui s'appelle aujourd'hui, qui est bien là parmi nous, même si on va pas parler de cyclocross aujourd'hui, enfin j'espère, parce que tu trouveras toujours une petite ouverture. Très fan de Savane en plus. Très fan. Bonjour à toutes et à tous, et on va parler un petit peu de cyclocross quand même pour ma part. Coca-Cola, sinon t'aimes bien par rapport au nom de famille, ou tu préfères Cola Maillard qui était juste avant? Non, on me l'a déjà fait. Coca-Cola. Tu oserais dire que Jérémy Saakian n'est pas original? Ou un ringard peut-être? Non, c'est connu, c'est du connu, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Allez, on va tout de suite passer à la première catégorie du jour après ce jingle. J'ai travaillé pendant la semaine le jingle pour découvrir qui sont nos top 5 de cette saison avec les meilleurs coureurs. Le jingle tout de suite. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On a fait notre top 5 des coureurs de la saison, chacun notre tour. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va dérouler dans le désordre du 5e jusqu'au premier, et chacun votre tour. Vous allez donner votre 5e pour commencer. Et on va commencer, par... Non, je vais garder Anthony Cola pour la fin parce que je sens qu'il va nous sortir une dinguerie. Donc on va plutôt commencer par quelqu'un de sensé normalement, Rémi Dos Santos. Vous avez bien compris, c'est le seul autour de la table qui est... Je ne sais pas si c'est un compliment. Alors moi j'ai mis Julien Alaphilippe en 5. Julien Alaphilippe en 5. Pourquoi Julien Alaphilippe en 5 par rapport à sa saison? Tu peux un peu nous décrire. Alors, pour moi, son titre mondial, sa victoire sur le Tour de France et ses autres succès sur Tirreno notamment parlent pour lui. Il a fait une saison pleine et donc pour moi il est logiquement dans le top 5. Après, il y en a 4 qui ont fait encore mieux, mais Julien top 5 largement, sans problème. 5e, Julien Alaphilippe pour Rémi Dos Santos. Monsieur Saakian, quelle est votre 5e place du jour? Moi, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est pas tellement une question de résultat, parce que sur le plan purement du palmarès, je pense qu'il y a facilement 5 meilleurs coureurs que lui. Mais c'est un coureur qui nous a fait rêver pendant une semaine sur le Tour de France, qui a pris le maillot jaune, qui a quand même remporté l'une des plus belles courses de l'année sur l'Estrade Bianche, l'une des plus belles étapes de l'année sur Tirreno Adriatico. Il est encore présent à Paris-Roubaix au mois d'octobre. Donc pour tout ça, il mérite bien sa place dans le top 5. Je suis d'accord avec toi, Jérémy, puisque mon 5e est aussi Mathieu Van Der Poel, pour tout ce que tu as dit. Donc je ne vais pas non plus en dire dessus, mais je pense que par rapport à sa saison, il ne mérite pas forcément d'être plus haut parce qu'il manque une grande classique, une grande victoire pour Mathieu Van Der Poel, même s'il a porté pendant une semaine le maillot jaune sur le Tour de France. Alors maintenant, on entre dans le vif du sujet. J'ai déjà dit le vif du sujet, donc je vais dire dans le plus problématique peut-être. Anthony Cola, alors Tom Pidcock, c'est non déjà. Non, j'ai pas mis Tom Pidcock en 5e, moi. Non, c'est très bien, Tom Pidcock. T'as quand même mis un crossman. Ouais, même 2, 3 même. alors ton 5e cette année, c'est qui? Alors mon 5e pour moi c'est Tim Merlier. Alors Tim Merlier, ok. Alors, on verra ensuite qui tu sors du top 5 parce qu'il y a bien sûr des personnes que tu dois sortir, mais déjà essaye de nous vendre cette 5e place de Tim Merlier. La vente est simple de toute façon, c'est un cyclocrossman. Et avec des vrais arguments. Ça fait court.
Il n'y a pas que ça, non, mais voilà, moi j'ai bien aimé, j'aime bien la progression qu'a Tim Merlier. Il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, enfin 4 ans, je crois à peu près 4 ou 5 ans, il était encore amateur. Enfin, il n'était pas dans des grosses équipes professionnelles. Il arrive, il arrive dans le monde pro petit à petit, et puis il a quand même pas mal étonné le monde. Il a gagné sur le Giro, sur le Tour de France. Et j'aurais bien aimé le voir aligné sur le Tour d'Espagne, que je suis quasiment sûr qu'il était capable d'en claquer une aussi. Et voilà, moi j'aime bien ce coureur, j'aime bien ce genre de sprint long qu'il fait. Et il surprend pas mal de monde. C'est vrai que les gens qui suivaient vraiment la route ne le connaissent pas trop. Nous, on connaît un peu mieux les suiveurs de cyclocross parce qu'on le voit depuis des années. Mais voilà pourquoi, pour moi, Tim Merlier, c'est pour moi, il rentre dans mon top 5 personnel. Très bien, on en débattra de ton top 5 tout à l'heure parce qu'on n'a que la cinquième place. Peut-être vas-tu nous surprendre en mettant Alejandro Valverde dans ton top 2 ou 3. En attendant, on va tout de suite passer à la quatrième place. Rémi Dos Santos, qui est quatrième dans ton top 5? Alors, troisième, quatrième, j'ai mis du temps à les choisir, mais du coup, c'est Primoz Roglic qui sera quatrième. Par rapport à mon troisième, que vous découvrirez plus tard évidemment, pour moi c'est qu'il a été absent une bonne partie de l'année, alors par choix hein, évidemment, et aussi par malchance puisqu'il y a eu sa chute sur le Tour, mais il fait encore une saison de mutant avec sa Vuelta, son titre olympique sur le chrono, bon, du grand Roglic quoi, qui est toujours aussi imbattable sur les courses par étapes, sauf en France évidemment. Ça fait peut-être un petit moment qu'il est dans le top 5 en Primoz Roglic, peut-être pas pour tout le monde vu qu'on a déjà des surprises. Jérémy Sakian. Moi, mon quatrième, c'est Wout van Aert. J'ai longuement hésité avec Mathieu Van Der Poel parce que je considère que ces deux coureurs sont assez proches dans leur façon de courir. Ils ciblent les mêmes objectifs, hein, que ce soit les classiques, le cyclocross, les championnats du monde. Ce qui fait la différence entre Van Der Poel et Van Aert, c'est la régularité de Wout van Aert qui était là au jeu, qui était là au championnat du monde, qui ramène des podiums à chaque fois, qui était là également jusqu'au bout sur le Tour de France. Donc quatrième plutôt que Van Der Poel. Je vais pas te spoiler moi en te disant que Wout van Aert est un peu plus haut pour moi, et moi la quatrième place c'est tout simplement un Français. Non, ce n'est pas Arnaud Démare, non, ce n'est pas David Gaudu, non, ce n'est pas Thibaut Pinot, c'est Julien Alaphilippe qui est présent avec sa victoire sur la Flèche Wallonne, sur le Tour de France, une belle victoire lors de la première étape. Et puis les mondiaux, voilà pourquoi j'ai mis Julien Alaphilippe. Moi, ce qui me manque un petit peu de sa saison, c'est encore une grande victoire pour monter un peu plus haut, parce qu'il a été là qu'à certains moments, il a été présent au moment opportun, mais il me manque encore de grandes victoires, parce que la Flèche Wallonne, il avait ciblé OK, la Tour de France, il avait ciblé OK, les mondiaux OK, mais autour, on n'a pas trop vu quelque chose. S'il y a Liège-Bastogne-Liège, sa saison elle est tout autre. Alors là, ouais, mais il avait qu'à gagner, mon gars. Il perd au sprint hein, à la régulière, mais moi je pense qu'il méritait. Enfin, de mon point de vue, il était plus haut encore s'il y avait LBL. Toujours le dernier hein, pour finir, le mot pour rire souvent. Anthony Nicolas, qui est quatrième chez toi. Je sens qu'on va encore avoir une surprise. Oh non, là c'est pas une surprise. En plus, je sais que ça va faire plaisir à Jérémy. C'est Jasper Philipsen pour moi. Donc t'as mis toi le top Tessin 5 en des fait. sprinters. Donc il te manque qui encore? T'as Jevine que tu vas devoir mettre, ou Tobias Bayer? Marcel Meissen. J'ai des sprinters, j'ai des punchers et j'ai des on n'est pas sur Pro Cycling Manager là, on n'est pas en train de faire ton équipe, Anthony. J'ai essayé justement d'équilibrer un petit peu mon top 5. Mais tu fais comme tu veux, c'est ton top 5. Donc Jasper Philipsen, pour les mêmes raisons presque que Tim Merlier, mais un peu mieux parce qu'il a un peu plus gagné peut-être le Belge. Et oui, pour moi c'est l'un des meilleurs sprinters au monde actuellement. Voilà, hein, Jasper Philipsen, quand il s'aligne sur un sprint, je regarde un petit peu les résultats de cette année, notamment autour de Turquie, même s'il n'y avait pas non plus, j'ai plus la start list en tête, mais une énorme concurrence. Bah, c'est premier, deuxième. Après, il a gagné des étapes sur quasiment toutes les courses. Il a gagné Paris-Chauny, le Grand Prix de Denain. Voilà. Attention quand même. Paris-Chauny, non mais c'est pas possible. Paris-Chauny, c'est Paris-Chauny. Moi, ce qui me gêne, ça me fait plaisir évidemment parce que Philipsen c'est un très bon sprinter. Non, mais ce qui me gêne, c'est qu'il a quand même très régulièrement été battu, que ce soit sur le Tour de France par Cavendish. Il gagne pas non plus hein, sur le Tour parce que la première étape, il emmène Merlier. Oui, mais c'est Merlier qui gagne. Et après, quand Merlier ils ont tout fait pour le faire gagner. Philipsen ne gagne pas. Donc, ce qui me manque quand même, c'est cette victoire sur le Tour de France. Alors, Philipsen top 15, top 20, j'aurais pas dit non. Top 5, ça me paraît un petit peu ambitieux quand même.
On donnera le numéro d'Anthony Nicolas pour tous ceux qui veulent se plaindre après derrière en off. Oui, allez-y. Il assume et ça c'est bien. On va continuer pour le podium de cette saison 2021. Rémi, qui est sur la dernière marche de ce podium. Eh bien, c'est notre grand ami. Il a été un animateur de nos podcasts tout au long de l'année. C'est Sonny Colbrelli. Évidemment, prime à cette Faut saison. toujours mettre la Bahreïn quelque part sur Incroyable. le podium. On est obligé de parler de la Bahreïn de toute façon. Dans tous les podcasts, on est payé par eux. C'est Paris-Roubaix qui fait qu'il entre dans le top 5 à mon sens. Il finit sa saison magistralement en battant Van Der Poel en plus. Il a le titre aux Europes. Il a un Tour de France assez dingue, même s'il gagne pas. Voilà, il a fait une saison complète et il gagne une classique, un monument et ça fait la différence. Moi, il est juste en dehors. Hein. Il grattait dans le top 5, mais je l'ai mis juste un petit peu en dehors parce que c'est en regardant son palmarès, Paris-Roubaix, championnat d'Europe, mais autour, il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il a assez impressionné. On pourra le revoir, peut-être, Sonny Colbrelli, dans différentes catégories plus tard. Mais en attendant, il est 3e pour Rémi Dos Santos. C'est Jérémy, c'est qui 3e? Colbrelli, ça se tenait en termes de palmarès pur, parce qu'en plus de Paris-Roubaix et des Europes, il a aussi gagné le titre de champion d'Italie, il a aussi remporté une course par étape du World Tour, le Benelux. Maintenant, mon top 5, j'ai voulu le faire par rapport aussi à la façon de courir, par rapport au panache. Ce qu'on reproche souvent à Colbrelli, c'est d'être un suiveur. Donc 3e, pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, Julien Alaphilippe. Il a beaucoup tourné autour d'une grande victoire sur une classique. Il y avait la Flèche Wallonne, c'est vrai. Il n'a pas réussi à accrocher un monument, mais comme il y a les mondiaux, top 3. Très bien. Et moi, pour la 3e place, on l'a déjà cité dans un top 5, c'est Primož Roglič qui a gagné la Vuelta, mais aussi les JO contre la montre. On se rappelle qu'il est médaillé d'or, le Pays Basque. On se souvient aussi de Paris-Nice qu'il perd lors du dernier jour, mais il était aussi largement au-dessus de la concurrence. Puis il a été là lors des classiques, deuxième de la Flèche Wallonne. Donc j'ai trouvé sa saison assez complète et il a été assez régulier aussi. Primož Roglič, malheureusement, le Tour de France ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà pourquoi il est un petit peu au-dessus de Mathieu Van Der Poel, Alaphilippe qui ont été présents mais pas tout le temps dans la saison. Donc mon Primoz, like I said, est toujours présent. Je dis ça parce qu'il dit ça à chaque fois en conférence de presse pour l'avoir interviewé pas mal de fois, like I said. Anthony, c'est qui alors? Parce que là on a fait qui? On a fait Philipsen, Merlier, donc il y a qui l'Alpecin maintenant en 3e? Non, là on va rentrer dans le plus conventionnel pour moi. Ouais, parce que je vois que bon, j'étais un peu hors du truc. Là, podium, je mets Julien, bien évidemment. Ah, on est d'accord. Je suis d'accord avec Jérémy, il m'a un peu spoilé, il a tout dit. Une saison où on a eu des petits doutes par moment. Et puis voilà, le titre de champion du monde. Il n'y a pas grand chose à dire, qu'au rajouter quoi. Il a le maillot encore pour un an et quelle course qu'il a fait ce jour-là. Donc non, il est sur le podium. Il aurait pu être même 2e, mais après bon, il va être au coude à coude avec mon 2e. Donc bon, je l'ai mis 3e. Moi, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais bon, je l'ai mis 3. Voilà. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Sur le podium, Julien Alaphilippe pour toi, c'est déjà pas mal, c'est un peu plus haut que moi pour ma part. Et puis on enchaîne avec la 2e place, évidemment, là on se rapproche. J'ai l'impression qu'on va être tous d'accord pour la première place, mais bon, en attendant, on a le 2e de Rémi Dos Santos qui va arriver. Eh ben, c'est Wout van Aert et je suis d'ailleurs très étonné que vous ne l'ayez pas mis plus haut, messieurs, parce que j'ai encore rien dit moi. On a eu un Wout van Aert qui a été présent tout au long de l'année. Et en fait, Jérémy, tu t'en as parlé tout à l'heure. C'est un très bon Wout van Aert qui a été là tout au long de la saison. Alors je suis d'accord qu'il a eu des magnifiques craquantes et que parfois il a vraiment, je sais pas, c'est tombé sous la pression. Mais bon, il fait une saison encore monumentale et il est plus régulier que Van Der Poel ou Alaphilippe, avec qui il est tout le temps comparé. Donc, Alors moi je trouve pas qu'il soit plus régulier que Van Der Poel parce qu'à chaque fois qu'il a été en face-to-face avec Van Der Poel, il a perdu. À l'exception de Milan-San Remo. T'es en train de l'énerver. Non mais à l'exception de Milan-San Remo. Non parce qu'on a le même, du coup on peut pas. On a le même. Non mais à l'exception de Milan-San Remo où il fait 3 et que Van Der Poel fait 5, il a été systématiquement battu sur les grandes échéances. Que ce soit sur les championnats du monde de cyclocross, que ce soit au Tour des Flandres, que ce soit à Paris-Roubaix, que ce soit sur la première semaine du Tour. Moi maintenant ce qui me manque avec Van Aert, c'est cette très grande victoire. Vous allez me dire l'Amstel, Gand-Wevelgem, etc. Oui, mais tous ces gros objectifs, il les a perdus. Les Jeux, les mondiaux, les monuments, il est passé à chaque fois à côté.
Moi, je donne aussi mon deuxième, j'en profite parce que c'est Wout van Aert, donc comme on discute un petit peu de là-dessus. Juste Anthony, c'est Wout toi aussi en deuxième ou pas? Oui, Donc on peut en discuter. Donc deuxième, donc on est tous d'accord là-dessus. Peut-être que tu voulais répondre pour ton chouchou par rapport aux propos de Jérémy, même si je peux pas le muter. Hein. Non, moi j'aimerais juste simplement qu'Anthony nous dise à quel moment. À part Milan-San Remo, notre ami Wout van Aert a fait meilleure impression que Van Der Poel. Voilà, juste qu'il m'explique ça. Ah, pour moi, déjà, il a fait le Tour de France en entier. Déjà. Non, je rigole. Ça, c'est une petite blague. Sur Tirreno, moi, je pense qu'il a quand même participé à plus de courses. Bon, après, on sait que Mathieu s'est blessé sur les JO et préparait aussi les JO. Donc, il avait une saison de route qui était différente. Et je pense que c'est cette chose-là qui ça compte aussi, ouais. Qui était plus courte, qui me fait mettre Wout et plutôt sur le podium et pas mettre Mathieu Van Der Poel dans les 5 premiers de mon top 5. Oui, intrinsèquement, si on prend les résultats où les deux ont été sur les mêmes épreuves, il était devant. Mais moi, j'ai fait mon top 5 sur la longueur la longueur de la saison. Et pour moi, Wout van Aert a fait une saison route plus complète que Mathieu Van Der Poel. Et donc, c'est de ce fait qu'il se retrouve sur le podium. Mais c'est vrai que si on regarde au résultat pur, de toute façon, Mathieu a pris part à assez peu de courses et à chaque fois a scoré. Donc, on pourrait effectivement mettre Mathieu devant. Maintenant, moi, j'ai fait sur la saison complète, on va dire. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et je rappelle que j'ai mis Van Aert devant Van Der Poel aussi. Ouais, vous êtes d'accord là-dessus, mais pas forcément sur la place. En attendant, le premier, si mes calculs sont bons, à part s'il y a une surprise d'Anthony, le premier sans contestation. Et d'ailleurs sur Twitter, hein, je crois que Jérémy n'a pas donné son numéro 2. Ah si, t'as pas donné, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai pas donné mon numéro 2, mais sans surprise, c'est Primož Roglič. Pour le palmarès d'un côté et surtout pour sa faculté de rebond. On l'avait déjà vu l'an passé, il avait perdu le Tour de France. Quelques semaines après, il claque Liège, il claque la Vuelta, et là, rebolote. Il est aux abonnés absents, il est blessé, il est meurtri sur le Tour et il claque jeu plus Tour d'Espagne. Donc chapeau à lui, deuxième place. D'ailleurs, on va parler de Roglič juste 2 secondes. Anthony, pourquoi toi, il n'entre pas dans ton top 5 si mes souvenirs sont bons? Tu es le seul à pas l'avoir mis entre nous. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un peu de panache moi dans mon top 5. J'ai pris des sprinters, des punchers, des coureurs qui gagnent les grands tours. Et pour moi, voilà, on verra avec ma première place. J'avais le choix entre deux et je pense qu'on a tous le même de toute façon. Donc c'est pour ça. Après, c'est vrai que bon, j'ai fait un peu de fun dans mon top 5. Il a effectivement largement sa place dans le top 5. Sinon, si je devais faire quelque chose vraiment, voilà, il jouerait 3-4 avec Julien, quoi. Qui est-ce qui sauterait de ton top 5 si tu devais rajouter Primož? Déjà pas Philipsen, je pense. Non, pas Philipsen. C'est mon team. Non, mais Alier, c'était un peu le coup de pub, quoi. Voilà, t'es sponsor la petite touche cyclocross, quoi. Du coup, tu touches des royalties quand tu cites Tim Merlier. On est content de le savoir. Donc le premier, je le disais, et sur Twitter, c'était un petit peu la même chose. Il n'y a pas vraiment débat cette année. Tadej Pogačar, le Tour de France, plus de monuments. Des saisons comme ça, il n'y en a pas souvent dans l'histoire du cyclisme. Autant vous dire que il n'y a pas vraiment débat. Est-ce qu'il est d'ailleurs largement au-dessus des autres, ou est-ce il pourrait quand même y avoir débat avec ne serait-ce que par exemple un Wout van Aert ou je sais pas Roglič, Alaphilippe ou Van Der Poel qu'on a cité précédemment? Pas pour moi. Aucun débat. Il gagne le Tour de Slovénie, ça compte pas, mais il gagne aussi l'UAE Tour, il gagne Tirreno. Il a gagné toutes les courses auxquelles il a participé. Il fait aussi podium sur les Jeux, donc il y a personne qui peut jouer dans sa catégorie. Complètement d'accord. Pas mieux, Anthony? Non, complètement d'accord. Juste à part que le Tour de Slovénie compte pour moi, mais c'était quand même une comme course, Paris-Chauny ou le Grand Prix de Denain. C'est une course qui se respecte, très bien. Même s'il y a moins de concurrence, on peut pas dire que le Tour de Slovénie ne compte pas. Non, par contre, simplement pour clôturer ce débat, il ne faut pas enlever Tim Merlier du top 5 pour Anthony. Il ne faudrait pas se fâcher avec Madame Merlier. Je sais qu'Anthony a toujours un œil sur les réseaux sociaux, donc il faut le garder dans son camp. Tu vas avoir des problèmes, toi. On va couper au montage, j'espère. Parce que ça, on mettra pas. Pour ton ménage, je ne veux pas avoir de problème. J'ai juste une petite dernière question avant de passer aux filles. Qui a gratté chez vous au top 5? Vous avez peut-être une réflexion. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Sonny Colbrelli. Mais est-ce que Colbrelli aussi? Van Der Poel. Moi, ce qui manque pour Mathieu Van Der Poel pour ce top 5, c'est justement cette grosse victoire dont parlait Jérém pour Wout.
Et parce que il perd quand même 2 monuments au sprint et de manière assez bête. On en a parlé, hein, tactiquement, il n'avait pas forcément été très bon sur Paris-Roubaix et Tour des Flandres. Donc voilà, c'est ce qui manque un petit peu. Et puis bon, après, son été a été gâché par sa blessure, mais voilà, c'est ça qui manque pour Mathieu, pour moi. Tu lui reproches quoi, petite parenthèse, sur le Tour des Flandres? Paris-Roubaix, on est d'accord? Non, Tour des Flandres, c'est vrai. C'est sur Paris-Roubaix qu'on a un trophée aussi sur le Tour des Flandres. Sur le Tour des Flandres, ça se jouait à peu près à 50-50 avec Asgreen, mais par contre, sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, pardon, il en fait beaucoup trop. Et il fallait bien essayer de jouer la gagne parce qu'il y avait notamment un Italien devant, si on se rappelle bien, Gianni Moscon. En attendant, on passe aux filles, ça y est, on a aussi le droit à un petit top pour elle avec notre top 3 juste après un nouveau jingle. On va commencer toujours dans l'ordre avec Rémi Dos Santos qui a souvent raison. Ça, c'est vrai. Du coup, on va commencer par la troisième. Moi, j'ai mis Elisa Longo Borghini. Pourquoi ? Parce que j'ai pas voulu mettre un tiercé de la nationalité des 2 coureuses qui sont deuxième et première. Vous aurez compris de quelle nation je parle. Non, on sait pas. Non, voilà. Je ne voulais pas mettre 3 roumaines aux 3 premières places. Je comprends. Donc du coup, j'ai mis Elisa Longo Borghini parce que double championne d'Italie, hein, chrono et course en ligne, le Trofeo Alfredo Binda, et puis tout le temps placé sur toutes les courses. Donc valeur sûre du cyclisme féminin, encore une grosse saison. Jérémy, est-ce que toi c'est un trio roumain sur les 3 premières marches des top des coureuses cette année? Alors non, moi je vais laisser les coureuses de la Planturpura pour Anthony Nicolas. Troisième, c'est 2 coureuses. J'ai pas réussi à les départager. Et tu fais tes propres règles en fait. On a le droit d'avoir des ex-aequo. Non, mais on 10 aussi, hein, vas-y. Non, pour moi c'est Lizzie Deignan et Anna Kiesenhofer. Parce qu'il n'y a pas besoin de gagner 20-30 courses dans la saison pour marquer l'histoire. En l'occurrence, Lizzie Deignan a remporté le premier Paris-Roubaix. Kiesenhofer a remporté les Jeux en arrivant de nulle part. 2 filles qui ont marqué la saison et dont on se rappellera dans 20 ou 30 ans. Tes arguments se tiennent d'ailleurs, parce que quand je t'entends, je me dis c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête. C'est rare, mais c'est pas bête. Anthony, pour toi, la 3e place, en plus il y a du cyclocross chez les filles. C'est ça de Kant. Moi j'ai fait un top 3 des filles. Je vais être honnête, hein, je suis pas un gros suiveur du cyclisme féminin, je regarde de temps en temps. Donc du coup moi j'ai mis des filles avec des noms qui me parlaient, qui font du cyclocross. Qui l'a invité en fait? C'est qui là déjà? J'ai mis Chantal Van Den Broek-Black moi en 3e position. Mais elle a fait une saison quand même assez complète et puis surtout elle a gagné l'Estrade Bianchi. Alors elle fait pas de cyclocross, mais elle a gagné l'Estrade Bianchi. Et moi je suis assez fan de cette course-là et quand on connaît la difficulté de cette course, en plus, les filles elles ont chié autant que les hommes, on va dire, excusez-moi du terme. Donc moi je l'ai mis en 3e position. Très bien, et pour moi c'est Marianne Vos qui a 34 ans et comme d'habitude toujours aussi forte avec ce nouveau maillot de la Jumbo-Visma qui a gagné l'Amstel quand même, quand VV Game, 2e des mondiaux, 2e de Paris-Roubaix, 3e de la course by le Tour, qui a fait une saison vraiment très intéressante et surtout quand on sait qu'elle c'est un petit peu en dents de scie, je trouve que cette année elle a été présente. La seule désillusion c'est bien sûr cette 2e place sur les mondiaux, battue par Balsamo, mais sinon elle a fait vraiment une incroyable saison. Mais devant il y a quand même des monstres et je pense que Rémi, on doit avoir, mais même pour tout le monde, on doit avoir le même duo. Ah non, je sais pas Anthony, parce que nous il y a toujours des surprises en ligne. 2e place pour moi, j'ai mis Demi Vollering parce que c'est la relève du cyclisme néerlandais, la victoire sur la course by le Tour, la victoire à Liège-Bastogne-Liège surtout, et elle est en train petit à petit de prendre la place de numéro 1 aux Pays-Bas. Bon, devant, les vieilles restent encore devant, mais elle est en train de vraiment prendre la suite, et je pense qu'elle va bientôt dominer le cyclisme féminin. 2e place pour Monsieur Sakian, qui est-elle? Vollering, ça se tient, mais j'ai préféré mettre Marianne Vos pour rendre hommage à sa polyvalence et à sa grande fin de saison. Elle est partie aux États-Unis pour disputer les manches de Coupe du Monde, 2 victoires, en plus de sa 2e place au mondial et de tous les éléments du palmarès que tu as rappelé. Donc Vos 2e, ça se tient.
Moi j'ai mis Vollering aussi comme Rémi, c'est parce que pour moi dans cette équipe SD Works il y a quand même Anna van der Breggen qui va prendre sa retraite et qui a pris sa retraite mais bon son contrat court encore jusqu'à la fin de la saison, de l'année pardon. Elle a pris le lead maintenant de cette équipe et Tout à il fait. faut qu'il y ait eu un tournant à 24 ans tu vois et elle a gagné tu vois pour les bastonnages c'est Anna van der Breggen qui bosse pour elle, elle gagne la course barre le tour, enfin voilà il y a pas mal de petits trucs. Pour moi c'est la nouvelle cadre de cette équipe qui survole bien sûr chaque année la saison de cyclisme féminin. Anthony, alors quel cyclocross woman tu as mis à la deuxième place? Enfin, quand même, vous vous rendez compte que vous m'avez spoilé de ouf ma première place. Moi. Ah, mais Ah, attends, mais Là, on peut- bon, je verrai. t'as qu'à Pour bien l'instant, faire ton je vais la classement aussi. deuxième. Alors pour moi, la deuxième place, ça sera Lotte Kopecky. La Belge, Lotte Kopecky, ouais. Voilà, bon bah déjà elle est belge quoi, donc bon, ça se rapproche du cyclocross. C'est- non, c'est une coureuse qui est complète, piste, cyclocross, route. Elle a cette année hein, des résultats quand même, de très bons résultats, notamment le classement général, le classement par points hein, de la Vuelta, du Challenge Vuelta et du Belgium Tour également. Donc c'est une concurrente qui est complète. Elle n'a pas eu trop de chance hein, sur le Paris-Roubaix féminin où je pense que c'était une course qui pouvait lui coller. Elle a eu pas mal de petits soucis, de petits pépins mécaniques. Donc voilà, moi, c'est mon top 2. Lotte Kopecky. Et la première place, je pensais que tout le monde allait avoir la même, mais là, du coup, le classement est bouleversé. Van Vleuten pour 3 personnes sur 4 ici, elle a fait vraiment une très très grande saison avec le Tour Incroyable. des Flandres, les JO contre la montre, deuxième des JO sur route, enfin, première Énorme. pour elle, hein, Non, mais première- oui, c'est ça. Première. Il y a énorme rebond quand même parce qu'il y a la déception de la deuxième place et elle vient claquer le chrono derrière. non mais deuxième de Liège-Bastogne-Liège, troisième de l'Amstel, troisième des mondiaux, enfin voilà, c'est un petit peu à 39 ans, j'allais dire l'Alejandro Valverde féminin. Voilà, je vous le dis parce que Et en plus, elle est chez Movistar. et en plus elle est chez Movistar, donc ça colle parfaitement. Du coup, pas vraiment de débat sur la première place, sauf peut-être pour Anthony qui a dû normalement mettre Demi Vollering si jamais on a bien écouté tout C'est à pas l'heure. Voss, non? C'est Bah pas non, Marianne c'est Van der Demi Breggen Marianne Vos. Ah, t'as vu Marianne Vos, je crois que c'était Demi, moi, je croyais. Parce que dit, vous m'avez spoilé la première place. Bah ouais, parce que vous avez tout annoncé sur elle, vous avez parlé de son palmarès, de sa saison. Excuse-nous de bosser, folle, voilà, hein, vous m'avez tout. Puis sa régularité, elle est là depuis des années. Quoi dire de plus? Les titres mondiaux, elle en a, et puis surtout, non, elle a fait une transition avec la saison de cyclocross. Alors oui, excusez-moi, je vais en parler un petit peu, mais elle a fait le déplacement après Paris-Roubaix aux États-Unis. Donc une quinzaine de jours après, où elle a quand même gagné 2 Coupes du Monde de cyclocross en 10 jours de temps et une 4e place sur la manche du milieu. Donc voilà, elle a fait une petite coupure et puis on a hâte de la retrouver dans les labours parce que vu la forme qu'elle avait début octobre, j'ai vraiment hâte de la voir sur le reste de la saison de cyclocross. Bon, on va faire une petite pause hein, dans ces tops avant de reprendre juste après. On a gardé quand même quelques rubriques et notamment celle-là que l'on adore tous, c'est on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Oui, parce qu'il y a quand même des infos dans le monde du vélo en ce moment. Et la première information, c'est le parcours du Tour d'Italie 2022 qui a été dévoilé au compte-gouttes. Hein. Il manque encore quelques étapes, notamment la dernière entre Vérone et Vérone. En attendant, et ben voilà, on a les étapes de baroudeur entre guillemets, on a les étapes de montagne. Est-ce que sur le papier, est-ce que ça vous plaît ce Giro? Est-ce qu'il vous plaît ce Giro 2022, Rémi? Ouais, alors il me plaît sur le papier. Maintenant, il y a un truc que j'aime pas, c'est la façon dont ils annoncent les étapes, comme ça au compte-gouttes. Ah, j'avais demandé en fait, est-ce que vous aimez bien, genre je- c'est pas comme le Tour de France où bam on arrive dans un grand palais des congrès et on a le déroulement de toutes les étapes. Non, t'aimes pas comme ça? Non, je suis pas vraiment fan de ça. En plus, ils annoncent par catégorie d'étapes et ça fait vraiment comme s'il y avait plusieurs courses en une, alors qu'un grand tour, bah, c'est un ensemble d'étapes pour sprinter, pour grimpeur, pour puncher. Et voilà, ça fait 21 étapes et c'est pas 6 étapes de montagne, 7 de baroudeur, 8 pour les sprinters, etc. Ça fait pas 21, mais bon, on s'en fout. Et donc voilà, c'est le. Moi, ça me gêne un peu cette façon de l'annoncer. Par contre, après, il y a des étapes de montagne qui vont être folles. Il y a Ouais, des étapes monstrueuses, pour puncher aussi qui vont être solides. Donc ça donne envie. Ouais, celle qui arrive à Turin notamment, que j'ai Exactement. apprécié. On vous laisse découvrir, on va pas faire toutes les étapes évidemment. C'est sur les différents médias. Jérémy, est-ce que d'ailleurs t'attaques ou t'attaques pas? Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Rémi, le manque de lisibilité sur la manière de révéler le parcours.
C'est un Giro 100% traditionnel, avec des étapes qu'on connaît, notamment l'Etna, la fameuse étape avec le Passo Pordoi, le Fedaya. Ça faisait un moment d'ailleurs que la Marmolada n'était pas au programme. T'es italien ou quoi là? Une bonne dizaine d'années. Ça va nous faire tous les fromages italiens. On voit- tout à l'heure, là. On voit le mec qui regardait le Giro sur la rail. Oui, bah exactement. L'arrivée à Aprica après le Mortirolo, c'est du Tu vas traditionnel. toutes nous donc, les faire. pas de grande surprise pour moi, c'est vraiment voilà, un Giro qui va jouer en montagne. Anthony, t'as quelque chose à rajouter après mon ami Jérémy Saka? J'ai vraiment bien aimé l'accent italien de Jérémy. Il maîtrise, hein. Mais d'ailleurs, Je pense que, son ouais, nom de famille est bien sûr très très italien d'ailleurs. Hein, c'est... Sakino. Il travaille vraiment son accent italien. Non, moi je reprends un peu ce que disait Rémi. C'est vrai que leur façon d'annoncer le tour, là, il est un peu. On sait pas trop. Là. Ils nous lancent des étapes comme ça. Alors on a du mal un peu c'est vrai, à se projeter. Et non, après, j'ai regardé un petit peu les étapes de montagne. Si on regarde un peu le dénivelé, certaines étapes, ça fait peur. Enfin, c'est le Giro, quoi. C'est comme ça. Mais c'est une étape de 200 km avec 5600 mètres de dénivelé. Voilà, on souhaite bon courage aux coureurs ce jour-là. Et non, sinon, bah ouais, on va attendre d'avoir la totalité des étapes pour vraiment pouvoir se faire une idée sur ce Tour d'Italie. Maintenant, il reste plus qu'à savoir quelle va être l'étape qui va être amputée. Ça, on peut lancer les paris là-dessus. Amputé par rapport au mauvais temps, tu veux Bien dire? sûr, Évidemment, bien sûr. évidemment. Alors, Bah, Giro, non, on dit comment en du italien? Giro. Hein, Mal Giro. Ok, merci. Ah, on va laisser Jérémy nous le dire, ouais. Merci. Je voulais vraiment qu'il le dise. Il est arrivé quelque chose de assez beau avec Sergio Higuita qui a été pris en vidéo par je ne sais qui lors d'une sortie d'entraînement. Il a dépassé largement tous les cyclos telle une fusée. Mais le petit malheureux, il avait un vélo de la Borance-Greux qui va rejoindre la saison prochaine. Et ce n'est pas le vélo d'IF. Mais qui paye le contrat d'Higuita en ce moment? Et c'est IF. Et donc du coup, ils ont décidé d'abord de le virer. Puis ensuite, après excuse, de le récupérer. Alors là, est-ce qu'on n'est pas sur un fait totalement incroyable et improbable, Rémi? Ah si, moi j'attaque complètement, c'est très improbable. Au début j'allais dire c'est les feux de l'amour, mais en fait non, on est en Colombie, donc c'est une vraie telenovela le truc. C'est un peu lunaire cette histoire. Alors sur le papier, que EF soit pas content, qu'il roule encore, enfin qu'il roule déjà avec un vélo sponsorisé par la Bora, alors qu'il est sous contrat avec eux jusqu'au 31 décembre, c'est un peu logique. Cette histoire de le virer pour 2 mois, puis de le reprendre quand il s'excuse, bon, c'est vraiment, c'est vraiment un peu lunaire comme histoire. Jérémy, toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est grotesque de le reprendre. À partir du moment où on a pris une décision de le sanctionner, il faut aller au bout parce que c'est intolérable d'avoir ce genre de comportement. C'est pas une sortie d'entraînement, hein, c'était une cyclo-sportive avec énormément de coureurs, avec des caméras. Mais il était dessus, je crois que c'était juste parce qu'il doublait des cyclos qui faisaient une course. Peut-être qu'il l'est doublé. En tout cas, il y avait du monde. Il a pas maquillé son vélo. Il était avec le maillot EF. Donc, si t'es avec le maillot EF, bah, t'es en Cannondale. Hein. Si t'es en maillot Bora, tu peux mettre le Specialized. Donc, pour moi, c'est un manque de respect pour ses employeurs. Il est sous contrat théoriquement jusqu'à la fin de l'année. Donc, si tu veux tester ton vélo, bah, tu le fais discrètement. Tu mets un petit sparadrap comme Van Aert avait fait avec son Cervélo du cyclocross. Et puis tu prends tes marques comme ça. Mais là, je trouve que le coupable, c'est plutôt Higuita davantage que F. Cannondale, peut-être qu'il est pas si bien que ça. Anthony, t'en penses quoi de toute cette histoire? Ça te dépasse À la base, ouais, c'est une faute professionnelle de sa part parce qu'il est en contrat jusqu'au 31 décembre. Il doit rouler, il doit rouler sur le vélo Cannondale. Maintenant, c'est un peu même étonnant qu'il ait déjà un vélo. Enfin voilà, on sait que les équipes parfois, quand les coureurs embauchés vont changer d'équipe, ils leur fournissent des vélos qui sont sans marque, c'est-à-dire qui peuvent être tout bruts. Comme effectivement l'a dit Jérémy, on avait vu Van Aert rouler l'année dernière assez tôt sur un Cervélo, bien que Van Aert c'était un peu différent parce qu'il y avait le centre cyclocross aussi qui arrivait. Donc je pense que c'était peut-être aussi un vélo de cross. Mais non, il fait effectivement une faute professionnelle. Après, ouais, j'ai pas trop compris. Il le vire sur le champ et il demande bon, est-ce qu'ils ont voulu être, je sais pas, le reprendre après. C'est vrai que ça rime pas à grand-chose. On est mi-novembre. Bon, il aurait eu 1 mois et demi sans salaire, mais bon, c'est comme ça. Ils l'ont repris. Bon. Mais à la base, oui, il fait quand même une erreur professionnelle. Hein. Même à l'entraînement, ils doivent rouler avec des vélos soit maquillés, soit des cadres sans marque. Il est en contrat jusqu'au 31 décembre. Il doit porter la tenue Cannondale, IF, et le vélo Cannondale. C'est comme ça. C'est des contrats, c'est des emplois. Hein. C'est leur contrat de travail. C'est pas le petit coureur du coin qui fait un peu ce qu'il veut pour aller s'entraîner ou pour faire même une cyclo.
Même avis donc que Jérémy Sakian. Dernière info, très rapidement, selon plusieurs médias, Marc Padoun, le célèbre coureur de Bahrain Victorious, vainqueur de 2 étapes sur le Dauphiné, rejoindrait Ineos la saison prochaine. Est-ce qu'on ne tiendrait pas le prochain vainqueur du Tour de France? J'attaque pas Rémi. Alors, prochain vainqueur du Tour de France, je sais pas, mais en tout Comment cas, ça il y a quand même 2-3 mecs qui sont pas mauvais dans d'autres équipes. Mais Padoun et Ineos. par contre, ils sont faits pour s'entendre, indéniablement. Il va gagner une course d'une semaine en World Tour, c'est sûr. Jérémy, il va nous gagner ce Tour de France, cet Ukrainien? Moi, cette nouvelle me laisse circonspect. C'est un transfert auquel je ne m'attendais pas, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. De là à gagner le Tour, peut-être pas, mais oui, il va franchir un cap, c'est sûr. C'est dommage parce qu'on l'aimait bien avec ce maillot de la Bahreïn, parce que je trouve que ça collait bien avec le personnage. Anthony, c'est bon, tu peux mettre une pièce maintenant. Je pense qu'il a dû grimper en flèche. La cote a dû grimper en flèche en tout cas. Non, mais moi je n'attaque pas, je ne commente pas. Je passe mon tour. Allez, on passe son tour et on va continuer dans les tops, bien sûr, parce que cette fois-ci, on va parler des équipes. On est dans la deuxième partie maintenant. Le top 3 des équipes, c'est toujours important et surtout, il y a eu beaucoup de débats sur Twitter concernant ce top 3 parce que c'est vrai qu'on peut penser à ceux qui ont le plus gagné, mais ceux qui ont le plus performé ou ceux qui ont créé un peu la surprise, qui ont été un peu meilleurs. Donc on a eu un petit peu tout dans ce top 3, donc on va voir quelles sont vos 3 équipes qui seront aux 3 premières places cette saison. Rémi, on commence par ta 3e place. Quelle équipe se retrouve en bas du podium? Eh ben, c'est la Jumbo-Visma qui est 3e. Grosse saison. Déjà, rien qu'avec Van Aert et Roglic, de toute façon, qui sont dans mon top 5 individuel, ça mérite d'être sur le podium. 43 victoires au total. Et donc, beaucoup de ces deux-là, plus les Kuss, les Olaf Koy, Tobias Foss, une grosse équipe, un gros groupe. Donc, top 3 mérité. Top 3 pour donc la Jumbo-Visma. Jérémy, qui est ta 3e équipe? À partir du moment où il y a Philipsen et Merlier dans le top 5 d'Anthony, j'ai été obligé de mettre Alpecin. Rappelons quand même que sur le papier, c'est une équipe de 2e division, c'est une Continental Pro. Donc par rapport à ce statut-là, je trouve qu'ils ont réalisé une saison exceptionnelle. Oui, difficile, bien sûr, de faire un petit peu les critères de cette équipe. Tu as plutôt préféré dire, voilà, ils ont fortement progressé, surtout c'est une équipe de 2e division, ils méritent d'être dans le top 3. On te comprend. Anthony, 3e place. Donc la première, on la connaît, mais la 3e position, c'est qui? Pourquoi on connaît la première? C'est Alpecin. Non, quand même. Plus j'ai avancé dans les classements, plus j'ai été plutôt sérieux quand même. J'ai essayé de m'appliquer un petit peu. C'est bien de le reconnaître. Non, moi j'ai mis en 3e position, j'ai mis UAE. Alors ça va peut-être étonner un peu parce que j'ai mis Pogačar premier chez les coureurs, mais j'ai mis UAE dernier. Parce que tout simplement, moi, on a quand même l'impression qu'effectivement, Pogačar, il débrouille comme un grand garçon. Donc, j'ai mis UAE en 3e, moi. Pas spécialement déçu, mais bon, faut mettre un classement de toute façon. Après, j'ai fait dans la globalité, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'à part Pogačar, qui fait une grosse saison, il est un peu seul. C'est un peu fait. Ouais, c'est le seul. Je trouve que c'est un peu faible le niveau de l'équipe. Mais bon, c'est un grand garçon, il n'a pas besoin de grosse équipe autour de lui. Donc j'ai mis 3e. UAE 3e donc. Pour moi, c'est mon équipe préférée, notre équipe préférée, la Bahrain Victorious, qui est 3e. J'espère que je ne suis pas le seul à le mettre dans le top 3, mais tout simplement pour cette saison incroyable, avec que des surprises. Colbrelli qui gagne Paris-Roubaix, Caruso 2e du Giro, Padoun, on en a parlé juste avant, Mohoric qui gagne 2 fois sur le Tour, Jack Haig. J'avais presque oublié que Jack Haig avait fait podium de la Vuelta. Autant vous dire qu'il y en a eu partout, et il y a eu du orange partout. C'était plutôt incroyable cette saison, et encore Mikel Landa n'était pas en forme. Autant vous dire que voilà, sans avoir d'énormes stars, ils ont réussi une saison surprenante, cette équipe de Bahrain Victorious. Mais on a eu quelques réponses dernièrement, peut-être pourquoi ils ont réussi cette saison. Mais ça, c'est un autre débat. La 2e position pour Rémi Dos Santos. J'ai mis la Deceuninck Quick Step, numéro 1 au nombre de victoires.
65 seulement. Voilà, c'est juste 22 de plus que Jumbo qui est deuxième sur ce classement-là. Donc, tout simplement, c'est la meilleure équipe du monde. Hein. C'est tout. Ils ont un effectif monstrueux avec les Asgreen, Sénéchal, Alaphilippe et compagnie. On fait le premier ou le deuxième là? Non, je fais le deuxième. Je fais le deuxième parce que il y a quand même eu d'accord. quelques fois où ils sont passés au travers, et quand ils passent au travers, les Deceuninck, c'est toujours extraordinairement. Paris-Roubaix notamment. Ouais. Paris-Roubaix et d'autres. Ah d'accord, ce jugement sur ton classement. Le mec il met Tim Merlier à la 5ème position de cette année et il est en train de juger nos classements, alors que nous on a vraiment bossé, tu vois, on n'a pas fait 2 minutes avant sur un papier calque là, mais alors moi je dois le dire, je dois être honnête, Jérémy Sarakian devait me donner le conducteur du podcast hier soir. Les masques tombent. Voilà, et je l'ai eu aujourd'hui à 14h. Donc bon, alors c'est inadmissible. Voilà. Avertissement pour monsieur Sarakian. Bon, fini Rémi quand même. Je plaide coupable. Fini Rémi. Non, mais voilà, c'est la meilleure équipe et ils ont le meilleur collectif, mais il y a vraiment des gros trous d'air sur certaines courses par moment, et vraiment du jour au lendemain, ils peuvent passer complètement au travers. Et du coup, ils auraient pu avoir de plus grosses victoires sur des monuments notamment qu'ils ont manqué. Donc voilà, je mets la 2e place, mais bon, ça reste quand même la meilleure équipe du monde. Ça, c'est clair, surtout après avoir relancé un certain Mark Cavendish qui était plutôt pas mal sur le dernier Tour de France. Jérémy, 2e position. Pour moi, c'est UAE, assez d'accord avec les arguments d'Anthony par rapport au fait que Pogačar a été longtemps esselé, mais sur le plan des résultats purs, c'est difficile de dissocier Pogačar d'UAE. Ils ont tout gagné, le Tour de France notamment, 2 monuments, et à cela, j'ajouterais également un recrutement XXL pour l'année prochaine que je suis obligé d'évoquer. J'anticipe, mais ça fait aussi partie de cette saison. Ils ont réussi à convaincre Almeida, George Bennett, Marc Soler pour l'accompagner. Tu sais comment ils ont réussi à les convaincre? C'est du costaud. Oui, avec Brunel. Un petit billet. Alexis Brunel. Donc sportivement injouable cette année, malgré la faiblesse de certains équipiers. Donc avec plus d'arguments qu'Anthony Nicolas avec ce recrutement XXL, on va pas se mentir. Anthony, tiens, justement, à la 2e position. C'est pas Deceuninck déjà. 2e position, moi j'ai mis Jumbo. Ah, et on a le même. Rémi en a parlé tout à l'heure. On va juste compléter assez vite fait. Ouais, en gros, on a un trio Roglic, Van Aert, Vingegaard qui a été quand même incroyable cette saison. Et puis autour, il y a quand même de bons équipiers, de bonnes performances, notamment Sepp Kuss. Donc pour moi, c'est logique aussi de les voir sur le podium. La 2e place pour nous. Je sais pas si Anthony, tu veux rajouter quelque chose? Non, on est d'accord. Et puis c'est surtout l'équipe de Wout van Aert. Donc voilà, je savais bien que tu voulais rajouter quelque chose. C'était important. Donc, des illusions pour Van Aert cette année. 2 fois 2e chez Anthony. Attention, j'espère que ça changera l'année prochaine. C'est l'habitude, ça. Van Aert 2e. Oh là là. Oh, ce tacle encore. Allez, j'arrête tout de suite ce combat déjà déloyal. On va passer à la première position. Donc, pas de Deceuninck en première position. Rémi, qui nous as-tu sorti de ton chapeau magique? Il y a eu mieux, et tu l'espérais. Il y a en effet une 2e fois. La Bahreïn, pour moi, c'est le numéro 1. Alors, c'est improbable. Dans mon cœur, c'est numéro 1. Mais merci de le mettre. C'est-à-dire que les mecs ont gagné absolument partout. À aucun moment ils étaient attendus à ce niveau-là. Tu l'as dit, Caruso, Ek sont sur le podium d'un grand tour. Il y a des victoires dans tous les sens, et puis ils finissent par Paris-Roubaix avec Colbrelli. Donc il n'y a rien à faire. Les mecs étaient partout. Chaque semaine, il y avait une victoire Bahreïn, que ce soit sur le Tour de Slovénie ou sur le Tour de Guangxi. T'as vérifié? Non. Il était annulé le Tour de Guangxi. Et puis, mais je parle du Tour de Slovénie parce qu'il est important pour Anthony. Alors, j'en reparle. Non, voilà, ils ont fait une année tout simplement exceptionnelle, et je sais pas s'ils arriveront à la rééditer, mais en tout cas, c'était difficile de fermer. Je vais finir par Jérémy parce que il a, je pense, une solution différente à nous pour la première place. Deceuninck aussi, Anthony, on est d'accord encore? Oui, ouais, on est d'accord. Donc on disait, alors en direct, on me change le nombre de victoires, c'est bien 65 et non 295 cette saison. Mais tu l'as dit, Deceuninck, la Wolfpack, partout, plus le titre de champion du monde de Julien Lafilippe. Voilà. Ce qui me fait mettre la Deceuninck, Anthony, c'est pareil, c'est Julien Lafilippe, ouais. Et puis Asgreen, bien sûr, tu dois aimer les Flandriens. Et Zdeněk Stybar pour le cyclocross, bien évidemment. Oui, bien sûr, Zdeněk. Rien fait de l'année, et à mon avis, il devait être 7ème de son classement de top 10 des coureurs. C'est vrai que Stybar, j'aurais pu le mettre un peu dans mon top 5. Bon, Jérémy, tu termines parce que là, c'est une petite surprise quand j'ai découvert ça. On va pas se mentir. Alors, vas-y, donne-nous. Pour moi, c'est la Trek Segafredo. Alors, évidemment, il y a un petit côté provocation.
C'est un moyen de récompenser la seule équipe qui a remporté un monument à la fois chez les hommes et chez les femmes. C'est la seule équipe qui a gagné en dehors du Big Five chez les hommes sur les grandes classiques, parce que oui, on a parlé de Deceuninck, du AE, d'Ineos, de la Bahreïn, de la Jumbo, on a parlé de toutes ces équipes-là, donc finalement on tourne un petit peu en rond, alors que Trek Segafredo a réussi à contrecarrer les pronostics. Et surtout, c'est une équipe dont je voulais souligner l'état d'esprit, notamment sur la répartition des primes. Audrey Cornorago nous l'avait très bien expliqué sur un podcast précédent. C'est tout à leur honneur, c'est l'esprit vélo que j'aime, et puisque j'aime bien rajouter aussi le côté du recrutement. 2 champions du monde ont signé chez Trek Segafredo, Elisa Balsamo l'année prochaine pour les femmes, et Filippo Baroncini, le champion du monde espoir. Donc j'ai hâte de les voir à l'œuvre, c'est une saison et une année accomplie dans l'ombre des mastodontes. Très axé sur le recrutement. Donc, top c'est 3, important. c'est important, j'ai bien l'impression. Petite déception de la saison pour les équipes. J'avais rajouté ça pour voir quelles équipes pouvaient être décevantes cette saison. Je vais commencer en disant que pour moi, c'est la DSM. J'ai beaucoup hésité avec Israel Startup Nation notamment, ou peut-être un peu Tire Astana. pas sur l'ambulance. Ouais, donc j'ai pas trop voulu non plus. En plus, voilà, c'est une maison de retraités, donc je vais pas avoir de problème. Mais sinon, DSM, parce que voilà, ils avaient quand même des coureurs sur le papier qui peuvent être capables de beaucoup mieux, même si Romain Bardet a été à peu près au niveau, mais Jay Hindley par exemple, c'est pas bon. Craig Andersen, Tish Benoît, j'en passe encore. Voilà, c'est pour moi une saison vraiment décevante de DSM, surtout que l'année précédente, ça a été plutôt une très très bonne saison de leur part. Rémi, tu voulais mettre la même chose que moi, je te vois hocher de la tête. Non, Non, j'ai hésité moi avec la DSM justement. Après, je me suis dit qu'il y avait manifestement des circonstances. Alors, c'est pas des circonstances atténuantes, mais manifestement, il semblait y avoir un état d'esprit un peu bizarre dans cette équipe. Parce que pour que tous les mecs se barrent comme ça et cassent leur contrat. je crois que Tish Benoît veut aussi partir. Tish Benoît si veut j'ai partir, bien mais compris. c'est Craig Andersen aussi Et Craig Andersen aussi, qui ouais, veut super, partir. tout le monde quoi. Donc bon, c'est qu'il y a manifestement un problème. Non, moi j'ai axé sur la Bike Exchange parce que 9 victoires, 2 en World Tour, merci Yates et Chavez, et une immense déception, ça on en parlera quand on fera justement nos déceptions au niveau individuel. Il n'y a pas eu grand chose, on les a pratiquement pas vus, et c'est un peu décevant quand on connaît l'effectif de cette équipe. Jérémy, ta déception de la saison. Oh, je m'attends à une belle surprise parce que je le vois sourire. Un nouveau Alors, contre-pied. 2 points. Le premier, en termes de prononciation, c'est Tish Benoît. Voilà, ça c'est pour le côté belge. Italien ça va faire et plaisir flamand. à Anthony, après ma déception de la saison, c'est la Podiocom, parce que depuis le départ d'Anthony, plus rien ne va. Enfoiré, celui-là. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est cette équipe? Parce que je suppose que nos auditeurs ne Ne connaissent connaissent peut-être pas pas. forcément. Eh ben, c'est l'ancienne équipe de cyclocross d'Anthony Cola, voilà, tout simplement. Et les C'est résultats sont concis. pas bons cette saison? Si, Mais ils sont moins bons qu'à l'époque d'Anthony. Parce que Et il est j'espère que tu as toujours en vérifié, que train tu de dis pas ça m'attaquer. comme ça. Hein. Si c'est moins bon que d'habitude, peut-être. Anthony. Non, ils ont des bons résultats. Ils ont de très bons résultats. Je sais pas, quand il y avait Je vais les Anthony, voir- Marlène je vais Petit, les elle voir faisait des ce top 10 week-end, sur les mais- grands championnats. Et cette Mais année, je l'ai vous pas savez que c'est pas dans votre salon, hein, les gars. On est en train de faire une émission, vous êtes en train de nous parler des gens qu'on ne connaît pas. On la Ah oui, salue c'est vrai. d'ailleurs, cette Madame Bah, Petite. si, on la connaît, Mais voilà, donc Anthony, donne-moi plutôt ta déception de la saison, parce qu'on faut enchaîner après ça. Alors, vous savez quand même, pour votre info, que Jérémy Sakin n'avait pas dit qu'il y avait une déception d'une équipe. Donc je vais vous faire comme ça sur le tard, là, un peu. Moi, je vais dire Israël. Ah, C'est vrai. parce que tu trouves que Froome, Greipel n'ont pas Ouais, été. ouais, et puis ouais. Au niveau, ouais, quoi. C'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Mon Froome, il est complètement à côté de ses pompes. Qui a hein. répété d'ailleurs qu'il voulait toujours gagner le Tour de France. Hein, on rappelle. Ouais. C'est bien. Moi aussi, Il a raison j'aurais de le bien gagné le Tour de France. Ouais. Et quoi. Non, mais ouais, il est complètement à côté, effectivement. Bon, après, André Greipel, bon, il est sur. Voilà, hein, il est à la retraite d'ailleurs, hein, je crois qu'il a arrêté. Mais c'est pareil, aussi un peu déçu de Dan Martin aussi sur cette saison. Donc, comme ça, au pied levé, je dirais Israël. Dan Martin qui s'arrête aussi cette saison. Allez, on va passer à la dernière rubrique du jour. C'est le top 3 des déceptions. Celle-là, c'était plus difficile. Je vous dis que j'ai passé beaucoup plus de temps. J'espère que tu as donné l'info à Anthony, hein, quand même, qu'on a les déceptions. L'info a été donnée. L'info a été donnée. Allez, c'est parfait. Ça, Le jingle. Ça, je l'ai eu, ouais, c'est vrai. Juste après les déceptions.
Alors que juste à l'instant, Jérémy Sakian s'amuse toujours sur notre drive en mettant des petits jeux de mots avec les différents coureurs que j'ai mis en top 3 déception. Je sais pas si je vais tous vous les lire, mais peut-être on pourra faire profiter les auditeurs. En attendant, on va faire profiter les auditeurs de la 3e position des déceptions cette saison de Rémi. Oui, moi ça va commencer avec Alexander Vlasov. Qui a certes des résultats plutôt encourageants. Hein, 4e place sur le Giro. 4e sur le Giro, 2e de Paris-Nice. Mais en fait, le mec n'existe jamais. Il pèse pas sur la course et il gagne des places dans la 3e semaine du Giro parce qu'il résiste mieux que ceux de devant qui se cassent la gueule. Donc voilà, T'en attendais plus peut-être? J'en attendais beaucoup plus. On en attend beaucoup plus. Hein, d'ailleurs, c'était censé être le leader d'Astana. Et au final, il n'y a même pas de victoire d'étape par-ci par-là pour combler le vide. Donc grosse déception pour moi de Vlasov. Jérémy, c'est qui pour toi à cette 3e position? Est-ce que vous vous rappelez d'un coureur qui s'appelle Lennart Kemna? 12 jours de course seulement. On dit Kemna, parce que on dit Kemna parce qu'il est très bas sur le A. Exactement. Voilà. Merci au prof d'allemand Rémi Santos. Il est porté disparu tout simplement depuis le 9 mai, 12 jours de course seulement, après une année 2020 où je pense qu'on peut le considérer comme la grande révélation de l'enchaînement Dauphiné Tour de France. Il avait remporté une victoire d'étape sur chacune des 2 épreuves. Cette année, il a gagné sur le Tour de Catalogne, puis il a disparu à cause d'une infection. Il a eu aussi des problèmes d'ordre peut-être familiaux, en tout cas sur l'aspect mental. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. La seule consolation, c'est qu'il a prolongé pour l'année 2022. Bora a souhaité continuer l'aventure, donc on a peut-être une chance de le revoir l'année prochaine. C'est donc ta 3e déception de la saison. Anthony, tu as été déçu par qui cette saison? Moi, par Oliver Nassen. Ah, Oliver Nassen, oui, c'est vrai qu'on l'a peu vu sur les Flandriennes, c'est vrai. Alors on l'a peu vu, même pas vu, même sur les grands tours où on le voyait parfois faire des coups d'éclat, notamment sur le Tour de France où il avait été capable de prendre des étapes un peu de baroudeur. On l'a pas vu cette année, on l'a pas vu et il avait pris la 2e place de Milan-San Remo, enfin les années précédentes. Cette année, c'est vrai qu'on l'a pas vu et j'étais un petit peu déçu de pas le voir devant clairement. Alors pour moi, à la 3e position, j'ai beaucoup réfléchi, mais je vais mettre un grimpeur d'Arkea Samsic, c'est Nairo Quintana. Alors pourquoi Nairo Quintana plus que d'autres? C'est parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'encore il y a 2 ans, il était quand même parmi les meilleurs grimpeurs du monde, avec de nombreuses victoires. Et franchement, quand j'ai regardé sa saison 2021, il a été inexistant, mais partout quoi. Et il a été battu par Ben O'Connor en montagne, sur le Tour de France. Il a gagné que sur, je crois, le Tour de Burgos ou un truc comme ça, une sombre course. Désolé, hein, même si toutes les courses sont importantes, Anthony. Mais du coup, voilà, je l'ai trouvé transparent, vraiment transparent. Et normalement, il doit avoir un rôle vraiment de leader chez Arkea. Et là, ça commence à être compliqué pour Nairo. Je me demande s'il n'est pas même presque terminé. Il a payé le Covid, hein. Il a peut-être payé le Covid parce que juste avant, il est gros début de saison 2020. Et derrière, plus grand chose ou presque. Du coup, on va entrer dans le top 2 avec la 2e position de Rémi. Et moi, c'est Michael Matthews. J'en parlais tout à l'heure de la déception Bike Exchange. Et Michael Matthews, pour moi, incarne cette mauvaise année de l'équipe australienne. Aucune victoire. Pourtant, c'est un coureur qui va vite au sprint déjà, qui a été maillot vert du Tour, qui peut gagner sur des sprints un peu bosselés, des étapes un peu vallonnées, et il n'a rien gagné cette année. Donc on pensait qu'on allait revoir un grand Michael Matthews revenir à la maison. Finalement, ça a été un gros flop. Gros flop donc pour l'Australien. C'est vrai qu'il n'a pas été très en vue cette saison, même si on l'a vu un petit peu sur l'Amstel. Je crois que je me souviens d'avoir vu son maillot aux avant-postes. Jérémy, c'est qui toi ta 2e place? C'est un coureur à peu près du même profil que Michael Matthews, c'est Matteo Trentin. Il gagne plus un sprint, c'est pas compliqué. Battu par Lutsenko sur la Coppa Agostini, battu par Sandro Moriseux sur le Giro del Veneto. La dernière fois qu'il a gagné un sprint, messieurs, c'était en septembre 2019 sur le Trofeo Matteotti. C'était un sprint à 4 devant Amador, Savini et Fabien Doubet. Donc autant vous dire que Trentin, voilà, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu gagner. Fabien Doubet. Oui, voilà. Voilà. Tu vas nous dire qu'il a une belle pointe de vitesse, Fabien Doubet. C'est un cyclocrossman. Oui, voilà. On a compris. Elle radote, mamie, un peu là. Et on passe le bonjour au frère Doubet. C'est un très très bon cyclocrossman. Eh ben, tu passeras le podcast derrière, tu lui enverras le petit lien. Anthony, c'est quoi ta 2e place? Ouais, moi c'est Marc Hirschi. Ah, Marc Hirschi, alors qui revient aussi pour moi, hein, peut-être pour d'autres personnes, mais vraiment grosse déception pour Marc Hirschi cette saison. Je te laisse la parole. Ouais, il avait fait une belle saison 2020 et
très honnêtement, je le voyais vraiment épauler Pogacar cette année, ou même jouer sa carte sur certaines classiques, classiques. Il avait gagné la Flèche Wallonne en 2020, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, et cette année, clairement, sur les classiques, on l'a pas vu. Et puis sur les grands tours, on l'a pas vu non plus épauler un Tadej Pogacar qui aurait peut-être eu besoin, besoin, oui et non, parce qu'il a gagné le tour, mais c'est vrai qu'on aurait. Moi, je suis un peu déçu, quoi. Et, oui, cette année abandon. Il prend pas la Flèche Wallonne, il fait pas 6ème de Liège-Bastogne-Liège. J'étais clairement déçu de Marc Hirschi. Je pensais qu'il est passé un palier en 2020 et voir un niveau un peu supérieur cette année. Et donc, non, il m'a déçu. Intersaison compliquée pour Marc Hirschi, le Suisse. On Oui, aura aussi, peut-être le temps d'en reparler très très rapidement. Et moi, ma deuxième place, c'est Jay Hindley. Jay Hindley, c'est vrai qu'on a tous compris que cette deuxième place lors du Giro 2020 était un peu une surprise. Mais surtout, peut-être sans lendemain, on a l'impression que c'est vraiment sans lendemain parce qu'il a été vraiment, mais plus qu'inexistant cette année. Déjà, il a mis des bâtons dans les roues à Romain Bardet au Giro au départ en disant c'est lui le leader avec le dossard numéro 1. Et finalement, dès qu'il y avait un petit pont d'autoroute, il n'était plus là. Il a ensuite abandonné. Et après le reste de la saison, le néant total. Donc vraiment très très compliqué. Et petit coup de gueule par rapport à DSM parce qu'ils n'auraient pas dû faire confiance autant à Jay Hindley et plutôt à mon Romain Bardet. On va maintenant aller à la première place. C'est son surnom, depuis maintenant. La première place pour Rémi Dos Santos qui va ouvrir le bal de la plus grande déception de la saison. Pour moi, on va rester chez la Bahreïn qui truste les premières places avec moi. Il y a des déceptions, la Bahreïn, c'est pas possible. Et pourtant, si, Johan. Mikel Landa. Moi, je l'ai pas vu courir cette année. Bon, évidemment, je chambre, mais en fait, c'est le symbole, c'est l'antithèse de la saison de la Bahreïn. Ils ont tous gagné des magnifiques courses. Et lui, il a été inexistant. S'il fait podium sur Tirreno, mais c'est tout. Donc, vraiment, grosse déception de Mikel Landa qui continue d'être décevant sur les grands tours, notamment. Ouais, qui a chuté sur le Giro et qui a permis à un certain Caruso de briller derrière. Pas sûr qu'il aurait fait mieux d'ailleurs, mais c'est la question qu'on se posait, je crois, à l'époque. Bref, donc Mikel Landa, la plus grosse déception de la saison pour Rémi Dos Santos. Jérémy Sakian, ça va être normalement une surprise, comme souvent, non, la première place. Tu fais ça depuis tout à l'heure. C'est pas forcément une surprise, c'est vrai que toutes vos propositions sont intéressantes. Moi, j'ai choisi de m'orienter un petit peu vers ce que nous avait déjà dit Anthony. Mais en accent également sur l'ensemble de l'équipe de classique d'AG2R, donc pas seulement Oliver Nason, en incluant Greg Van Avermaet et Bob Jungels. Sur le papier, il y avait de quoi faire des choses très intéressantes sur les monuments. Il y a cette troisième place, mais un peu en trompe-l'œil sur le Tour des Flandres, parce qu'ils n'ont jamais pesé sur la course. Ça aurait pu être le cas en toute fin de saison sur la Lombardie, pas de chance Cosnefroy est tombé, donc pour moi c'est un 0 pointé sur les monuments, parce qu'il y a quand même quelques classiques au palmarès de l'équipe. AG2R du coup en déception de la saison sur les monuments, évidemment, je spécifie pour pas avoir de problème avec la formation savoyarde. Du coup Anthony, qui est la première place de ton classement des déceptions cette saison? Moi je suis un peu déçu de la saison d'Arnaud Demar. On va dire il a sauvé, enfin entre guillemets sauvé, on va dire sauvé, mais il a fait une belle fin de saison, mais il est quand même passé à côté de toutes les étapes sur les grands tours. J'ai toujours un peu l'impression que, je sais pas, le train de la FDJ est souvent un problème de réglage. Moi, je les vois toujours rouler soit de très loin et plus à la fin, soit revenir sur la fin et malheureusement 1,5 km, 2 km de l'arrivée se perdre en fin de compte. Donc après voilà, c'est compliqué, c'est sûr, c'est toujours plus facile de critiquer, d'être assis derrière un écran, de regarder. Mais non, j'ai été un petit peu déçu cette année d'Arnaud Demar. Il a fait voir en fin de saison qu'il avait encore de la fraîcheur et quand même toujours sa pointe de vitesse, mais il est quand même passé à côté de belles victoires cette année. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu de la saison d'Arnaud Demar.
C'est vrai que Arnaud démarre un peu déçu, notamment au moment où il fallait frotter. On l'a vu disparaître à quelques moments au sprint, notamment dans des sprints les plus importants de la saison. Mais rappelons quand même qu'Arnaud démarre autant de victoires que Tim Merlier cette saison avec 9 victoires. Voilà. Voilà Le petit tacle. J'étais obligé de la faire parce que je me suis mis le classement là sous les yeux et je me suis dit j'en profite parce que je trouve qu'on est assez dur avec Arnaud démarre, ce qui est normal parce qu'on en attend beaucoup. Mais il a quand même gagné 9 fois cette saison. Pour moi, mais on en a parlé tout à l'heure, Anthony en a parlé, je pensais que d'autres aussi allaient le mettre dans leur top, mais Marc Hirschi, totalement transparent cette saison. On avait quand même souvenir d'un beau coureur en 2020, le changement d'équipe, peut-être l'argent lui a fait tourner la tête, mais voilà, Marc Hirschi très décevant cette saison, en attendant. On attend beaucoup plus la saison prochaine. Du coup, ça va être terminé. Hein. On a fait le tour, je crois, les gars. Ça a duré plus longtemps que prévu. J'espère que vous êtes quand même régalés sur ça. Mais nous, on n'a pas terminé parce que c'est le moment le plus important et Anthony va pas me contredire. Eh ben, c'est le quiz. Le quiz de Jérémy Sakian, je vais lui donner le micro. C'est lui, le grand patron. La dernière fois que c'était un... Qui était le grand patron lors de la dernière fois? Qui est le dernier vainqueur de quiz? Dis pas ça parce que c'est moi qui ai gagné, hein, je m'en souviens plus. Je suis pas sûr que ce soit moi. C'est Johan qui a gagné. Ah merci, voilà. Il me Merci. semble. Il a cassé la dynamique de Rémi. Ouais, j'étais à 4 Moi, ans, c'était c'était moi, incroyable. c'était l'avant-dernier, moi. Ah, Oui, l'avant-dernier, oui, l'avant-dernier. l'antépénultième. Tu sais qu'il reste. Bon, on fera encore quand même quelques épisodes derrière de ça déraille, mais si tu n'en gagnes pas un de la saison, Anthony, c'est quand même un petit peu chaud, quoi. Ah, je paierai la tournée. Avec plaisir. Bon, messieurs, aujourd'hui, il va falloir de la connaissance, de la rapidité, mais aussi du vice, parce qu'il y aura quelques petits pièges. Et c'est un quiz qui va récompenser ceux qui ont bossé. Donc, a priori, Anthony part pas favori. Comme souvent, d'ailleurs. Dans la mesure où on a fait aujourd'hui les awards de la saison. Et on va s'intéresser aux 12 nommés pour le vélo d'or. Alors, c'est très simple. Il y a 2 questions pour chacun des nommés, donc 24 en tout. Une sur la saison et une sur la carrière du nommé. Elles valent tout un point, il n'y a pas de questions doublées. En revanche, vous avez chacun un joker. Il faudra simplement me dire joker au moment où j'énonce le nom. Et là, si vous gagnez, les points sont triplés. Donc par exemple, je dis Wout van Aert et Anthony me dit Belge. joker. Il faut dire joker. J'ai rien compris la question. Bon, quand il y a Van Aert, tu dis joker et puis c'est basta. Tu Si poses il pas dit plus de belge, questions. ça peut compter. Ouais, on peut ça dire que c'est un compte. code. Il n'y a rien du tout. Cyclocross. S'il gagne, c'est la plus grosse escroquerie Allez, on de commence l'année parce qu'il y a 2021. 24 questions, il faut déboter. Il faut y aller, tout simplement. Annemiek van Vleuten. 12 victoires cette saison, 7 en Espagne, 2 en Belgique, 2 en Norvège. Dans quel pays a-t-elle remporté l'autre? Allez, il me faut des propositions. Le Japon? Le Japon, un point pour Rémi. Les JO. Les JO, effectivement. Ah oui, en contre-la-montre. du chrono. Van Vleuten, c'est la Movistar. Quelle était son ancienne équipe qu'elle a quittée l'an dernier? Mitchelton Scott. Oui, un point pour Ah, Anthony. Bravo. Primoz Roglic. Personne ne prend de joker. Non, j'attendrai Van Aert, moi aussi. C'est parti. Vous avez le droit hein, de prendre Oui, chacun bien le sûr, c'est joker pour ça. sur le même coureur. Alors 13 victoires cette année pour Primoz Roglic. Quelle est la dernière en date? Milan-Turin. Milan-Turin. Un deuxième point pour Anthony Cola, qui est bien parti. T'as donné le micro à ton frère ou Deuxième question sur Primoz Roglic, cette fois-ci sur sa carrière. Il a remporté le titre de champion du monde junior en 2007, mais dans quelle discipline? Saut à ski. Le saut à ski. Et Un point. moi, j'arrive quand en fait? Pour À quel Rémi moment? Dos Santos. Il reste encore 10 nommés, donc Ouais, tu as le je temps suis de te mal refaire. barré. Tadej Pogacar. Ça intéresse personne. 13 victoires également en 2021. Sur quelle épreuve a-t-il remporté ses 2 succès non World Tour? Tour de Slovénie. Tour de Slovénie, c'était un petit peu le fil rouge de cette émission. Question plus difficile sur sa carrière, question même quasiment introuvable, mais je la pose quand même. Ils sont bien C'est là où je vais avoir. Il s'est révélé, Tadej Pogacar, rappelez-vous, sur le Tour de l'Avenir 2018. Quel coureur néerlandais appartenant aujourd'hui au team DSM a-t-il devancé au classement général? Néerlandais. Hein. Ouais. S'il n'y a pas de proposition, on va passer parce que c'est... Andreas Leknesund. Je sais qu'il est pas là, Non, mais non, je non, devais il est le dire. norvégien, il est Oui, je norvégien. sais qu'il est norvégien, mais en fait, C'était pour comme rendre Jérémy hommage à Pelletier Jérémy adore ce coureur, j'étais obligé de le citer. La bonne réponse, c'était Timen Arensman. Arensman. On passe à Richard Carapace. Jeux olympiques exclus. Dans le top 10 de quel classique en World Tour s'est-il glissé? Liège-Bastogne-Liège. Non.
Mauvaise réponse, tu ne peux plus jouer. Flèche wallonne. Flèche wallonne, le point pour Rémi Dos Santos qui prend ses aises. 4 points contre 2. J'ai combien, moi, à peu près? Tu as à peu près entre 0 et 0. Ok. Question sur la carrière de Richard Carapaz. Outre le Tour de Suisse qu'il a remporté cette année, quelle est la seule autre course du World Tour qui figure à son palmarès? Giro. Le Giro, évidemment. Le point pour Rémi. Je vous ai dit, il y a des pièges, il y a des questions qui sont beaucoup plus faciles. T'es sûr qu'on est à la même vitesse, un même débit là 5 pour Rémi, 2 pour Anthony, et apparemment ils ne sont que 2 à jouer aujourd'hui. Egan Bernal, lui s'est glissé sur le podium d'une classique World Tour cette année, laquelle? Classique World Tour. Classique World Tour, Egan Bernal. Strade Bianche. Strade Bianche, tout à fait. Eh oui, vous avez oublié. Égalité. Qu'est-ce qu'il dit? Égalité. Non, pas égalité, c'est Rémi qui a dit en T'avais premier. 20 minutes de retard, arrête, nous la fais pas. Il va falloir qu'on ait des buzzers. Question sur la l'année carrière prochaine. d'Egan Bernal. N'essayez pas de perturber le quiz. Outre le Tour de France et Paris-Nice, quelle autre épreuve a-t-il remporté sur le territoire français? La roue d'Occitanie. La route d'Occitanie, Rémi Dos Santos est à 7. Je vais lui laisser le micro. On a un micro pour deux, je dis depuis tout à l'heure, mais en fait, je peux lui laisser. Je vous rappelle que vous avez chacun un joker qui peut Oui. vous rapporter 6 points. Oui, mais j'ai quand même 7 points de retard déjà. donc, oui, je sais. Julien Alaphilippe. Vas-y, je prends le joker parce qu'il faut bien que je le Moi fasse. aussi. hein. Non. Oh, mais Ah, non, mais vas-y, ah, joker. joker ou pas de je le garde, joker, je le alors garde, je le garde. Il le garde. Alors attention, c'est un calcul mental. Ah, bah super. Quel nombre Bien fait de le obtient-on si l'on additionne ces places sur les Strade Bianche, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, la Classica San Sebastian, la Bretagne classique, le Mondial sur route Ah, c'est impossible. et le Tour de Lombardie? 15. C'est pas 15. 0. 0. Si on additionne. Il y a un did not finish. 18. C'est une addition. C'est l'addition. Ah, Ah, c'est mais l'addition. 15. 18, 18, moi. c'est une mauvaise réponse, mais je te donne le point dans la mesure où tu es le Voilà. plus près. C'était 20. Ouais, voilà. C'était 20. Ah, Il fait ça, combien la Classica? C'est pour ça en Il fait. fait 6. Ah, j'ai noté 5, mais pourtant j'ai Voilà, noté il 5. fait j'étais bien. 2 au Stradé, Je 1 demande à un la Flèche, recomptage. 2 à Liège, 6 à San Sebastian, 2 à la Bretagne, 1 au Mondial et 6 au Tour de Lombardie. Ah, mais oui, j'ai oublié le tour de Lombardie, j'ai zappé, je l'ai pas calculé. Ah bah oui, Dommage. c'est problématique. Toujours Julien Alaphilippe, donc tu as toujours la possibilité de prendre 3 points. Quelle est la seule classique sur laquelle Alaphilippe compte 5 top 10 mais aucun podium? Il y a une classique où Julien est entré à 5 reprises dans le top 10, une classique World Tour, L'Amstel. mais il n'a fait aucun podium. C'est l'Amstel, le Oh, point. là, je suis tellement loin. Et pour Rémi Dos Santos, attention messieurs, Wout van Aert. Joker. Tu sais, on dirait le sketch des inconnus où tu m'avais dit de dire Hardy, tu vois, c'est un peu dans ce genre-là, tu vois. Aïe aïe aïe, Joker. Alors messieurs, ça va être une question, je pense, de rapidité et de mémoire. Je vais vous citer 5 des 6 courses sur lesquelles Van Aert a gagné sur route en 2021. À vous de retrouver celle qui manque. Le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de France, Gand-Wevelgem, Tirreno Adriatico et l'Amstel Gold Race. Il en manque une. Le championnat de Belgique. Le championnat de Belgique, Ah oui, 3 bien joué. points pour Anthony Allez, Collin. dans son Non, jardin. non, j'ai pris le Joker. hein. Oui, bah ça Ouais, fait bah, ça c'est fait triplé les points. Ah ouais. Il y a une deuxième question si tu veux avoir 6. Eh, franchement, Anthony, il faut vraiment que tu reviennes toutes les semaines parce qu'on se marre bien plus. Attention Anthony, c'est encore du calcul. Tu avais remporté la dernière. Quel chiffre obtient-on en additionnant le nombre de ses titres de champion du monde de cyclocross élite et ses victoires d'étape sur les différents Tours de France auxquels il a participé? Oh, là, c'est chaud parce que. 8. Je te demande pas un exposé, je te demande un chiffre. 8. 8 pour Rémi. C'est pas la bonne réponse. Pour moi, Non, c'est pas ça. C'est. Je C'est rappelle 7. la question. Je peux, C'est sept. je peux déjà vous donner un indice si vous voulez. J'ai été Non. 4 fois champion du. Bah, Bon, c'est 7, 3. 7 pour Johan, c'est une mauvaise réponse. Quel chiffre obtient-on? Il faut que tu me donnes une réponse, Anthony, en additionnant ses titres élite de champion du monde du cyclocross plus ses Ah, victoires c'est d'étape sur les Tours de élite. France. Allez, Anto, une fois une proposition. Allez, je vais dire. Tu dis 9, t'as gagné. 9. 9, Ah oui, il a c'est une gagné. bonne réponse. Voilà. 9 points. Oui, bah calme-toi, il n'y a pas non plus. Et il passe devant, non Il mais passe faut pas le devant. laisser gagner. Hein. 9-8 à 0. Mais il a utilisé son joker alors que Rémi l'a toujours. Mathieu Van Der Poel. Attends, il en reste encore combien? Il y a Van Der Poel. Tu m'as mis la vraie scène dedans? Cavendish, Asgreen, Colbrelli et Lavrezen. Ah, il reste encore tous. ok. Toutes disciplines confondues. Pour Van Der Poel, à quelle date a-t-il décroché son premier succès cette année?
faut la date. Ouais, le jour. C'est le 12 9 février. mars. 12 février pour Le 9 mars pour Tirreno. le 9 mars, le 12 février. Et toi, Je sais Anthony? pas quand est-ce que c'est exactement. Anthony, on t'a perdu? Non. Attends. Anthony, le quiz, c'est ce soir, c'est pas demain. Là, tu dis non, Non, mais la réponse à ta question, c'est non. Répète bien la question. parce Toute que je pense discipline que- confondue, à quelle date a-t-il Ah. remporté son premier succès cette année? Je marque. Eh ben, championnat. Une date, Toute discipline confondue. Une date, s'il te Ah, mais plaît. là, j'ai zappé. Non. Ouais, donc vous avouez. Bon, dépêche-toi, Anthony, sinon je donne le point à quelqu'un d'autre. Tu peux me le donner? Je dirais. Ah, c'est un cyclocross en Belgique, c'est Dépêche-toi, sûr. dépêche-toi. Ouais, allez, Grand Prix Van Nuys, 1er janvier. Le 1er janvier, bonne réponse. 10 points pour ça. Anthony. Tout ça pour juste Tout ça pour ça. Oh là là là. Question sur la carrière de Van Der Poel. Sur quelle course a-t-il décroché sa première victoire World Tour en 2019 en réglant au sprint Turgis, Jungels, Pustelberger et Benoît? Tour du Benelux. Le Tour du Benelux, c'est une mauvaise réponse. En 2019. Il a réglé au sprint Turgis, Jungels, Pustelberger et Benoît. Allez, Est-ce quelques que- secondes. La flèche Barbanson. La flèche Brabanson, mauvaise réponse. Anthony, il te reste 5 secondes. Moi, je sais pas. Est-ce que le Big Bang Tour, c'est pas la Bah, même chose que le Tour du Benelux? j'aurais Ok, accordé. merci. Mais c'était à travers la Flandre. Alors là, On passe à Mark Cavendish. Lors de ses 4 victoires sur le Tour de France, messieurs, ses dauphins s'appelaient respectivement Bouhanni, Philipsen, Van Aert et qui était le 4e? Les coureurs qui ont terminé 2e derrière Cavendish sur le Tour, il y a Bouhanni, il y a Philipsen, il y a Van Morkov. Aert et Morkov. Ouais, Morkov. Michael Bien joué, bien Morkov, joué. Alors, point je m'en pour souviens. Rémi Dos Santos. 19, c'est tout. non mais moi je joue pas. C'est là. Question sur la carrière de Mark Tiens, Cavendish. Ça va être une question de rapidité. Quelle était la couleur dominante du maillot de sa première équipe pro? Blanc. Faux. C'est rose. C'est rose. Premier point pour Johan Tritz. La T-Mobile. La T-Mobile. Le prof d'allemand est battu. Casper Asgreen. Il a remporté cette année une course pour la 3e année consécutive. Laquelle? Le championnat du Danemark du chrono. Le championnat du Danemark du chrono. Égalisation c'est de spécifique du Rémi chrono Dos et Santos. 10-10. Paris-Chauny. Une question sur la carrière On de peut refaire Casper une Asgreen. question sur Van Aert. Casper Asgreen. En 2018, Casper Asgreen a décroché un titre de champion du monde. Lequel? Dans quelle discipline? Champion du monde en 2018, Casper Asgreen. De cyclisme sur piste en Pas du poursuite. tout, pas du tout, pas du tout. Champion du monde par équipe. Ah, précise, s'il te plaît. Je peux pas te donner le point. Bah, c'était encore les championnats du monde par équipe. C'était avec la Quick Step. Voilà, le championnat équipe du de monde de marque. chrono, De effectivement. chrono, par de équipe. chrono, tout à de fait. chrono. Excuse-moi. C'est bon, tu as le point, tu as le point. Avant-dernier coureur, Jasper Philipsen. Non, je rigole, pas du tout, c'est Sonny Colbrelli. Donc le Joker. Le Joker, attention. Sur Sony, évidemment, sur Sony. Ça va être une question 2021 tout d'abord. Sonny Colbrelli, vous le savez, cette année a réussi le doublé championnat national, championnat d'Europe. Quel était le dernier coureur à avoir fait cet exploit? Elia Viviani. Mauvaise réponse. Comme d'hab. hein. Avant Colbrelli, quel était le dernier coureur à avoir doublé championnat national, championnat d'Europe? Je sais pas moi. Messieurs, 5 secondes. Je peux donner une deuxième proposition derrière, mais pour du Allez, je te donne même un point si tu me la donnes. C'est vrai. Peter Sagan. Eh ben non, c'était Giacomo Nizzolo en 2020. Tout Et simplement. Sagan, c'est le dernier. pardon. Sagan, il a pas été champion d'Europe, si. Si, la en première fois, 2016, d'ailleurs. la première fois. Ouais. Attention, Ah ouais. deuxième Juju. question pour le Joker de Rémi. En 10 participations sur des grands tours, 5 sur le Tour de France, 5 sur le Giro, combien cumule-t-il de victoires d'étape? Ce sera le plus proche. Messieurs, combien de victoires d'étape sur des grands tours pour Colbrelli? 5 tours, 5 Zéro. 0. Un point pour Johan Tritz. J'étais pas sûr, mais bon. J'allais dire 2. Vient le dernier coureur. Et c'est Anthony qui est en tête. Alors, donne-nous un petit peu les scores là, parce que pour savoir. Moi, je 11 pour je Anthony. marquais 12 sur ma 14, feuille. moi. 10 14. pour Rémi. Et marqué malheureusement, c'est en fait, j'accumule les points. Donc 1, 2. Ouais, ça fait 12. Ça fait 12. c'est le truc. Merci. Harry Lavrezen.
Alors là, 2 titres olympiques pour lui cette année. Et oui, parce qu'il est dans les 12 nommés du vélo d'or. Et c'est mérité d'ailleurs. C'est absolument mérité. 2 titres olympiques pour lui cette année, ainsi qu'une médaille de bronze. Dans quelle discipline? On est sur la piste, hein, donc il ne faut pas me dire la piste, sinon vous avez 0, vous avez bien compris. Mais quelle discipline Poursuite. de la piste? La poursuite. Mauvaise réponse. Eh oui, pop, pop, pop. Le Kirin. Je peux Le donner- Kérin. Oh, bravo. Le Kérin. La 3 remontada points est pour possible Johan ou pas Calafondu. Tu penses pas? Bah là, mais même si je te quintuple le score, ça ne marchera pas. Ah mais là, Tu gagnes c'est... plus. Attends, Dernière question. moi je vais laisser Ah non, répondre. encore une. Ah, j'en ai marre de faire l'arbitre. Dernière question, Johan Tritz ne veut plus jouer. Dans quelle discipline Fais pas ça, Johan. Harry Lavrezen. Ah, tu dis, il dit, ne fais pas ça, Johan, il veut que tu gagnes pour le sauver. Dans quelle discipline Harry Lavrezen est quadruple champion du monde en titre? Bah, Kérin. Bah non, mauvaise réponse, attention, tu es en danger. Lavrezen, quadruple champion du monde en titre, dans quelle discipline? Je l'ai en plus, mais Vas-y. bon, Allez, Johan. mais c'est la vitesse. C'est une mauvaise réponse. Ah mais je pensais... La poursuite individuelle. Eh non, c'est la vitesse par équipe, Ah, victoire Non, d'Anthony mais Nicolas. attends, j'avais la vitesse, c'était la vitesse, Il tu est vois. triple c'était très champion vite. du monde en titre de vitesse. Ah, individuelle. mais autant pour moi, Est-ce autant qu'on pour pourrait moi. pas mettre l'hymne belge, du coup, en fond de truc? Mais bien sûr qu'on peut te mettre l'hymne de Belge, Ah, tout est on va te- possible. Eh oui, on va te mettre l'hymne belge parce que c'est mérité. C'est une victoire inattendue, mais c'est une grande victoire quand même pour Anthony Nicolas. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas gagné? Gagner quelque chose, je veux dire, même... Depuis Paris-Chauny. Ça compte pas, ça c'est. Il n'y a pas de petite victoire, donc voilà, j'ai gagné, c'est tout. C'est comme ça. C'est grâce à Wood, ça. Oula! C'est la vraie hymne. Non, ça c'est pas. C'est incroyable, j'ai Je pense que trouvé le le DJ truc. s'est trompé là. hein. Il y a pas le bon hymne. hein. C'est comme une année sur le Tour de France, ils avaient mis l'hymne du Danemark pour la victoire de Contador, messieurs, si vous vous rappelez bien. Mais c'est quoi? Je la trouve, mais je la trouve pas, l'hymne de la Belgique, ça existe pas. Pourtant, c'est la même chose. Tiens. C'est une musique des visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ça, Johan? C'est la Brabançonne. Là, Il faut savoir que c'est la Brabançonne. Et on a bien sûr les paroles avec ça nous. doit être en version longue. Ça doit être en version longue. Et ben c'est sur ça qu'on va se quitter, sur la Brabançonne, sur cette victoire d'Anthony Nicolas totalement improbable. Et du coup, bah, on vous met une musique totalement improbable juste derrière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans le même genre. J'espère qu'on va rigoler autant. C'était un petit peu long, mais en tout cas, la ligne, non, c'est bon. ça valait le coup. Non, je vais laisser jusqu'au bout. Vous pouvez nous écouter. Où est-ce que vous pouvez nous écouter, Rémi? Alors sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup Rémi Los Santos, c'est vrai que je le répète beaucoup de fois. Cette musique est vraiment incroyable. Merci à tous et à la semaine prochaine les gars. Ciao. Salut. Bye bye! Pour un coup de vise